cours qui va porter sur ce qu'on appelle les arboviroses. Les objectifs du cours, c'est plus citer. Donc, si on devait poser sortir ce cours à l'examen, ça ne va pas être un cas clinique parce que ça va être difficile. Et puis, ça n'aura pas trop de portée scientifique. Donc, c'est plus cité. Donc, peut-être sous forme de petits QCM, de petites questions simples pour voir si vous avez compris, en fait, ce qui est, c'est-à-dire les principales familles qui sont responsables d'arbovirus, les types de réservoirs des arbovirus, les principales voies de transmission, les arthropodes qui peuvent être vecteurs des arboviroses. Pour décrire le site de multiplication, là, il n'y a pas de souci, ça fait trop parasito. Donc, pouvoir être capable de citer les principales formes cliniques d'arbovirose. Ce qui est important quand même, c'est de savoir les méthodes du diagnostic virologique des arboviroses, mais également les modalités de la prévention des arboviroses. Donc, c'est ce qui constitue essentiellement les objectifs de cette présentation. On va aborder comme plan, dans le premier chapitre, les caractères communs à ces arbovirus. On va développer le virus de la fièvre jaune, qui a été une arbovirose responsable d'épidémies partout dans le monde, principalement en Afrique subsaharienne. On parlera des principaux arbovirus qui ont été isolés ici au Sénégal. Donc, ça, on fait la portée scientifique avant de conclure. Donc, on va débuter par le premier chapitre, c'est-à-dire de savoir quels sont les caractères qui sont communs aux arbovirus. En définition, le sigle arbovirus est tiré du suffixe ar, qui veut dire arthropode, c'est-à-dire c'est transmis par le biais de vecteurs, BO qui veut dire bonne ou moelle épinière, c'est-à-dire par l'intermédiaire de vertébrés et virus, chez les vertébrés et virus, voilà. Donc, ça veut dire les virus qui sont transmis à des vertébrés par l'intermédiaire de vecteurs qui sont des arthropodes. Sur cette image-là, sur cette diapositive, excusez-moi, je vais mettre le pointeur laser. Vous voyez les principales arboviroses qui existent, avec dans la famille des flaviviridés, qui sont des virus enveloppés à ARN, le genre flavivirus, qui va être responsable de la fièvre jaune, de la dengue, de l'encéphalite japonaise, du West Nile et du Zika. Ensuite, on a la famille des togaviridés, qui est également un virus enveloppé à ARN. Et dans le genre alphavirus, il y a le virus qui transmet la chikungunya, le virus Sembis, l'encéphalite équine de l'Est et de l'Ouest, le Ross River et l'Onyong-Nyong. Ensuite, on a le Bunyaviridé, qui est un virus à ARN lui par contre, avec 3 genres. Le genre phlébovirus qui donne la fièvre de la vallée du Rift, le genre nairovirus qui donne la fièvre hémorragique du Congo-Crimée et le genre hantavirus qui donne la fièvre hémorragique à syndrome rénal. Ensuite, vous avez la famille des rhabdoviridés, qui est également un virus enveloppé à ARN avec principalement le lyssavirus comme genre qui est responsable de la rage. Et vous avez les réoviridés, qui est un virus nu par contre à ARN et qui avec comme genre principal le rotavirus. Donc, ce sont les principales arboviroses qui existent. Sur le plan épidémiologique, comme je vous l'ai dit précédemment, les réservoirs de virus, ce sont des vertébrés. Donc, les vecteurs, ce sont des arthropodes. C'est eux qui véhiculent la maladie. Mais les récepteurs, ceux qui sont les réservoirs du virus, ce sont des vertébrés. Donc, que ce soit le singe, les rongeurs ou l'homme. Les principaux vecteurs, comme je vous disais, ce sont des arthropodes hématophages parce que c'est par ce biais-là qu'ils vont transmettre en fait la maladie aux vertébrés. Il s'agit essentiellement des moustiques que vous voyez sur l'image de gauche, les tiques et les phlébotomes. Donc, ce sont les 3 principaux arthropodes hématophages qui sont les vecteurs de ces virus. Concernant le cycle viral de l'arthropode, une fois que
le vecteur prend un repas de sang contenant en fait les virions, ces virions vont aller au niveau de son tube digestif. Et c'est là-bas que la multiplication va se faire. La multiplication des virus va se faire. Et ensuite, secondairement, ils vont venir se localiser ici au niveau de leur glande salivaire. Et lors d'un prochain repas, il va inoculer ces virions à un récepteur qui va devenir par ce biais réservoir de virus et qui va développer la maladie ou pas. Concernant la répartition géographique, l'écologie du vecteur est liée à celle du vertébré. Donc, en général, c'est plus fréquent en zone tropicale parce que c'est le climat qui permet en fait la multiplication du vecteur. C'est rare en zone tempérée parce que ce n'est pas le climat n'est pas favorable pour la multiplication de l'arthropode qui est le vecteur. Et parfois aussi, on rencontre plus ces arboviroses lorsqu'il y a un foyer d'épidémie du fait de la transmission de la pathologie du virus entre vecteurs. Concernant les facteurs favorisants, c'est plus les perturbations écologiques avec les inondations qui favorisent en fait la pullulation de ces arthropodes et le rôle des activités rurales de l'homme qui fait qu'il va y avoir un déplacement de ces vecteurs dans d'autres zones urbaines. Les principaux tableaux cliniques de ces arboviroses sont au nombre de 3. Il y a une bonne part de formes asymptomatiques, donc c'est très fréquent, où la personne ne développe aucun symptôme et elle peut être immunisante, c'est-à-dire la personne va développer des anticorps contre ce virus et l'immuniser par le même biais et en général, il n'y a aucune gravité. En dehors de ces formes asymptomatiques, il y a des formes bénignes qui se manifestent principalement sous forme de grippe ou sous forme de palu. Et il y a les formes graves qui, elles, entraînent plus une atteinte du système neurologique à type de méningite ou d'encéphalite, ou bien entraîner des troubles hématologiques et être responsable d'un véritable syndrome hémorragique associé à une hyperthermie. Concernant le diagnostic virologique de ces arboviroses, le diagnostic direct se fait à partir de produits pathologiques qui peuvent être le vecteur lui-même en entier, c'est-à-dire soit un moustique, un tic ou un phlébotome, par exemple, qui a pris un repas de sang. On peut prendre le vecteur entier comme produit pathologique. On peut prendre les réservoirs de virus dont je vous ai parlé, soit le singe ou les rongeurs ou l'homme lui-même. Donc, prendre des organes ou un prélèvement de sang de ces réservoirs de virus. Chez l'homme, en dehors de ça, on peut également utiliser des tissus nécrotiques. Le milieu de culture, ce sera soit un animal vivant, malheureusement, ce sont les animaux de laboratoire qu'on utilise, tels que les souriceaux, ou un moustique non piqueur, ou faire des cultures cellulaires à partir de cellules de moustique ou de cellules de reins de singe. Maintenant, les tests qui permettent d'identifier les virus, c'est soit on fait l'immunofluorescence directe, ou bien on peut utiliser les techniques ELISA ou la séroneutralisation. On peut utiliser plusieurs techniques pour pouvoir confirmer, en fait, faire le diagnostic direct et faire l'isolement, soit du virus lui-même ou faire la détection de son ARN. Excusez-moi. Ça, c'était pour le diagnostic direct. Maintenant, concernant le diagnostic indirect, les produits pathologiques, là, ça va être le sérum sanguin. On dit qu'un seul échantillon suffit, mais l'idéal, ce serait de faire une paire de sérums à J0 et à J15 qui permet de faire le diagnostic indirect ou bien prendre du LCR. Concernant les tests diagnostiques aussi, qui permettent de faire un diagnostic indirect, il y a l'ELISA, la séroneutralisation, l'inhibition de l'hémagglutination et la réaction-déviation du complément. Maintenant, comment la sérologie va être interprétée? Parce que la sérologie, c'est un diagnostic indirect. Le diagnostic direct, ça, c'est quand tu isoles carrément le virus ou bien tu détectes son ARN. Maintenant, pour tout le reste,
c'est plus détecter en fait des fragments des antigènes qui recouvrent